Vous écoutez le spécial colloque Jean-Marie Fecteau 2019 en collaboration avec l'équipe d'Histoire de passer le temps. Merci beaucoup, merci pour votre patience. Bon matin à tous. Il nous fait très plaisir de vous recevoir ce matin pour cette dernière journée de la 4e édition du colloque Jean-Marie Fecteau. Avant de débuter, j'aimerais vous inviter à vous joindre à nous ce soir pour le vin d'honneur qui clôturera le colloque, qui est organisé conjointement avec la revue HIS et qui y célébrera sa première année d'activité. Ce matin, nous sommes très heureux d'accueillir M. Daniel Ross, professeur au département d'histoire de l'UQAM, notamment récipiendaire en 2016 du prix Jean-Marie Fecteau, décerné par la Canadian Historical Association pour son article « Vive la Vélorussion ». C'est donc un honneur de le recevoir et ce ne pourrait pas être plus à propos. Vous aurez compris que M. Ross s'intéresse à la ville sous toutes ses facettes. Il apparaît dès lors tout naturel qu'il se joigne au colloque Jean-Marie Fecteau ce matin pour commenter le prochain panel intitulé « Montréal cosmopolite, échange, solidarité et tension ». La parole est à vous. Merci. Merci Alex, merci au comité d'organisateurs pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver ici et de présider cette séance qui porte sur la ville où nous vivons, nous travaillons, nous étudions. Montréal, ville cosmopolite, donc ville d'échange, ville de solidarité, ville de tension. Donc je vais présenter très rapidement nos intervenants, puis puisqu'on a largement du temps, ils parleront et on gardera les questions pour la fin. Et je pense qu'on aura le temps avec un créneau d'1 heure et demie pour une bonne discussion. Donc, notre premier intervenant sera Jonathan Duchesne, qui fait justement sa maîtrise ici à l'UQAM avec Jean-Philippe Carnot. Et notre deuxième intervenante sera Marie-Laurence Rowe, qui travaille ici également à la maîtrise avec Stéphane Savard. Donc, M. Duchesne, le parole est à vous. Merci Daniel. Merci aux organisateurs du colloque aussi. Donc, comme vous le voyez, mes recherches portent sur la première communauté irlandaise catholique de Montréal. Je vais vous présenter ma démarche et les résultats obtenus pour l'instant. Donc, un problème est soulevé par des historiens canadiens au cours des années 80. Donald Atkinson, Cecil Houston, William Smith et Bruce Elliott cherchent à revoir la façon d'aborder l'histoire de l'immigration irlandaise au Canada. En gros, ils disent que cette immigration est enclenchée bien avant la Grande Famine et bien avant l'épidémie de choléra de 1832. Parce qu'il faut savoir que jusque dans les années 80, l'historiographie met surtout de l'avant les Irlandais issus d'une immigration forcée. Bien sûr, l'immigration de la Grande Famine est massive et frappe l'imaginaire, mais il y a bel et bien des Irlandais avant ces événements-là. Des gens conscients des conditions économiques défavorables dans lesquelles leur pays est plongé, et ils voient une lueur d'espoir dans le Canada, voire dans l'Amérique, où les perspectives sont meilleures. Mais ce comportement a été obnubilé longtemps par les préjugés et surtout les événements tragiques reliés à l'immigration irlandaise, dont le choléra et la Grande Famine. Donc, quelques historiens montréalais vont aussi aller du côté des révisionnistes au cours des années 90. Rosalind Trigger investigue la formation de la communauté irlandaise de Montréal, mais surtout pour les années 1840, à l'aide de lettres avec les évêques, prêtres, intervenants de la communauté irlandaise. Elle s'attarde davantage à la formation de la paroisse, qui aide, selon elle, au développement de l'identité irlandaise à Montréal. Donc, les membres de la communauté en tant que tels ne sont pas étudiés. De son côté, Gillian Leach soulève le problème de retrouver ces premiers Irlandais qui arrivent à Montréal vers 1815 dans son mémoire de maîtrise sur les tractations entourant la construction de la paroisse Saint-Patrick. Elle a dû faire un travail colossal pour éplucher les journaux de la colonie et les quelques pétitions pour trouver des noms irlandais. On sait qu'il y a beaucoup d'Irlandais à Montréal au cours des années 1820 parce que plusieurs dirigeants religieux les mentionnent dans des lettres, mais malgré cet effort, on demeure encore dans l'identitaire, dans le discours. C'est Sherry Olson, qui est géographe et historienne aussi à l'Université McGill. Elle aussi a allé dans cette quête-là de retrouver la première communauté irlandaise à l'aide de plusieurs articles qu'elle va publier au cours des années 80-90. Par contre, elle mise davantage sur l'état de la communauté autour de 1840 et après. Il faut dire aussi qu'elle a fait un travail colossal pour la deuxième moitié du 19e siècle avec des études en histoire sociale. Par contre, elle va effleurer la communauté irlandaise des années 1815 sans en parler plus. Donc, les historiens ont abordé de près ou de loin cette communauté-là. En gros, on sait qu'ils sont là, mais on ne sait pas trop comment les étudier, comment les aborder. Donc, moi, j'ai eu l'idée de m'attarder à cette communauté-là en cherchant d'abord qui étaient ces Irlandais-là qui venaient à Montréal à partir de 1815 et comment cette communauté a évolué au cours des années 1820.
En fait, je crois que vers 1815, on peut parler de la genèse de la communauté irlandaise à Montréal, parce qu'avant 1815, il y a quelques Irlandais qui sont là, mais c'est surtout des gens qui sont reliés à l'armée, des métiers reliés à l'armée. Donc, on ne peut pas vraiment parler de communauté avant 1815-1820. Donc, les nombres de mariages aussi commencent à augmenter en 1815. Des prêtres de langue anglaise rejoignent les Irlandais catholiques de Montréal. Et une première pétition est mise sur pied en 1826 pour ériger une église catholique de langue anglaise à Montréal. Donc, en me questionnant sur ce problème et sur les sources disponibles, une solution a été envisagée pour mieux étudier les Irlandais présents à Montréal, c'est les registres paroissiaux, qui ont été très peu utilisés dans le cas de Montréal pour le début du 19e siècle. Donc, les registres paroissiaux de la paroisse Notre-Dame de Montréal, qui évidemment est la paroisse qui accueille qui va avoir le plus de mariages. Donc, ces registres-là ont été dépouillés pour voir si des mariages irlandais ont été célébrés. Donc, les registres, heureusement, ont été numérisés par l'Institut généalogique Drouin sur le site Généalogie Québec, ce qui m'a beaucoup facilité la tâche parce qu'il y en avait 3900 en tout à dépouiller, dont 770 vont comporter au moins un époux ou une épouse irlandaise. Donc, on règle déjà un gros problème. On sait que ceux qui se marient, c'est des Irlandais. Et, parce que le prêtre note d'abord la ville d'origine, puis il va noter que c'est qu'ils viennent d'Irlande aussi. Donc, qu'est-ce que nous savons sur eux exactement par l'entremise des registres? On sait le nom de l'époux, le nom de l'épouse, la provenance des parents, la profession de l'époux, la paroisse dans laquelle chacun des époux habite, et s'ils sont majeurs, veufs ou orphelins. Nous savons aussi qu'il y a des témoins qui sont présents, qui signent ou pas dans les registres pour attester du mariage. Des fois, ils ne sont pas tous mentionnés par le prêtre, j'ai donc dû déchiffrer moi-même les noms. Il faut avoir en tête qu'il y a une certaine subjectivité aussi de la source, parce que, évidemment, j'étudie les Irlandais par l'entremise du prêtre. Donc, c'est ça. Mais je crois que cette façon de faire permet tout de même que de nouvelles informations sur ces premiers Irlandais soient mises en lumière. Nous avons donc en notre possession un moment important de la vie de chacun de ces époux et épouses irlandaises, en plus d'en connaître davantage sur eux. Il faut prendre en compte qu'il ne s'agit que d'un moment, en fait. On va le voir plus tard, il va être difficile de les suivre après l'événement du mariage. Donc, plusieurs facteurs peuvent expliquer leur présence à Montréal, dont certainement le coût de la traversée en direction du port de Québec, qui est moins coûteux que les autres villes. Et évidemment, les conditions économiques favorables de Montréal qui commencent à se développer autour du canal de la Chine vers 1820. Donc, une simple lettre convaincante d'un proche déjà à Montréal, une brochure qui incite les Irlandais à quitter dans leur propre pays, ou des arguments convaincants d'un prêtre en Irlande peut pousser beaucoup de gens à venir à Montréal. Donc, en analysant de plus près les 770 couples mariés, plusieurs conclusions sautent aux yeux. D'abord, les Irlandais se marient entre eux, et ce, peu importe la ville ou le comté d'origine, très peu vont être endogames de province. Donc, il est difficile de dire où les deux célibataires se rencontrent, fort possiblement sur le bateau, ou carrément lorsque l'homme arrive seul à Montréal et il rencontre une femme irlandaise déjà établie à Montréal. D'ailleurs, dans 99% des cas, la femme habite la paroisse de Montréal, tandis qu'il est de 90% du côté des hommes. Donc, il est probable que les 10% qui viennent d'ailleurs repartent avec leur femme, une fois mariés, dans d'autres villes comme Toronto, Ottawa. Donc, voilà déjà un premier facteur qui explique que certains couples quittent Montréal après un mariage. Il faut aussi noter qu'il y a très peu de mariages exogames, donc peu entre Irlandais et Canadiens français, très peu entre Irlandais et Écossais, et très peu entre Irlandais et Anglais. Aussi, nous avons affaire à beaucoup de journaliers, des cultivateurs, mais aussi à des gens de profession, comme des marchands, des épiciers, des aubergistes, des artisans comme cordonniers et tailleurs. Les gens de profession ressortiront beaucoup plus dans notre sous-corpus que je vais vous présenter dans quelques minutes, parce que ce sont eux qui vont s'installer à Montréal davantage sur le long terme. Cette première vague d'immigrants est aussi issue majoritairement de la région du Leinster et d'Ulster. Les protestants semblent être les premiers à quitter massivement l'Irlande, puisqu'on la retrouve beaucoup au sein de ces deux provinces. Les mauvaises conditions économiques et les déclarations du gouvernement anglais les incitent à quitter pour aller peupler les colonies. Donc, quelques Irlandais vont les imiter par la suite, puisqu'ils sont aussi présents dans ces deux provinces. Il y a également des catholiques et des protestants en Ulster puis en Leinster. Donc, ils vont les imiter aussi par la suite. Donc, grâce au mariage, on apprend aussi que les hommes sont majeurs à 98% lors du mariage. Donc, il faut avoir au moins 25 ans, tandis que les femmes sont majeures à 87%. Dans le cas où un individu est mineur lors du mariage, il faut évidemment obtenir le consentement des parents
Et s'il est orphelin, ça prend un tuteur de la cour du banc du roi. Donc, bon nombre de veufs aussi et de veuves font aussi partie de ce groupe, soit 88 et 81 respectivement. Il y a énormément d'orphelins d'au moins un père et une mère, ou des deux parents, soit 352 sur les 770 époux et 343 sur les 770 épouses. Il y a donc beaucoup d'individus qui ont perdu un être cher, soit un conjoint ou un parent, qui vont venir à Montréal, qui vont quitter l'Irlande. Et il y a aussi, pour ce qui est de l'alphabétisation, c'est 498 hommes qui savent signer contre seulement 171 femmes. Donc voilà un bref portrait des couples mariés de la paroisse Notre-Dame de Montréal entre 1815 et 1834. Maintenant, la question, c'était comment savoir s'ils restent à Montréal sur le long terme. Comme je l'ai dit plus tôt, il est difficile de suivre les parcours des époux irlandais après le mariage, car il est un événement figé dans le temps. Comment y parvenir alors? En fait, ce qui m'a aidé, c'est d'abord la présence des témoins qui ne vont pas seulement témoigner à un seul mariage. Ils vont revenir plusieurs fois à des mariages. Je me suis demandé c'était qui ces gens qui viennent souvent témoigner lors des mariages et quel rôle pouvaient-ils bien jouer au sein de la communauté et pourquoi eux. Il fallait donc élargir notre éventail de sources et c'est là que les baptêmes deviennent intéressants. La dernière partie est donc consacrée au parcours de vie de ces nouveaux mariés dans la ville de Montréal. Est-ce que les nouveaux mariés demeurent au sein de la ville ou la quittent rapidement? Bref, quel futur attend les nouveaux mariés à Montréal? Donc, quelques facteurs peuvent expliquer le départ de plusieurs couples après le mariage, dont l'agrandissement d'autres communautés irlandaises dans certaines villes, comme Saint-Colomban, Sherrington, qui seront pas loin de Montréal, qui vont appartenir aux Sulpiciens, donc qui vont octroyer des terres à des Irlandais pas loin de Montréal. Donc, il y a aussi évidemment Toronto, Bytown, New York et Boston qui vont accueillir bon nombre d'Irlandais. Donc, ces lieux attirent les nouveaux mariés irlandais aussi. L'homme pouvait venir marier la femme dans la paroisse de Montréal et quitter après avec sa femme dans d'autres villes au Canada, aux États-Unis. Aussi, le travail journalier, il faut le dire que c'est un travail précaire, donc ça incite certainement plusieurs à simplement changer de ville pour trouver un autre emploi. Nous avons donc cherché des couples ayant fait baptiser au moins un enfant dans la paroisse Notre-Dame de Montréal, parmi nos 770 couples mentionnés plus tôt. L'objectif était d'en trouver au moins 80. Et bien, après avoir débuté par l'année 1815, 1816, 1817, etc., je suis arrivé plus vite que prévu. En fait, dès la fin de l'année 1825, nous avions nos 80 couples déjà. Donc, au final, sur les 192 premiers couples que j'avais, 80 ont fait au moins baptiser un enfant à la paroisse. Donc, c'est un taux de 42 % quand même. D'ailleurs, après avoir fait un bref survol, plusieurs couples demeurent à Montréal durant de nombreuses années et ont beaucoup d'enfants. Ainsi, aussi, dans ces registres de baptême, le prêtre notait les parrains et marraines qui étaient eux-mêmes des témoins réguliers lors de certains mariages. Il y a donc une solidification de la communauté autour des événements religieux. Donc, un aspect intéressant de cette source, c'est le fait que le prêtre note la profession de l'homme une fois père, mais que celle-ci diverge quelquefois avec la profession notée lors de son mariage. Donc, c'est un peu bizarre qu'il va y avoir comme un Irlandais qui va se marier en 1819, mettons, ça va être écrit qu'il est journalier, mais il va baptiser sa fille en 1820, ça va être écrit qu'il est devenu soudainement commerçant. Donc, est-ce une réelle adaptation de la part des hommes au marché de Montréal ou est-ce simplement que le terme généraliste de journalier est précisé par le prêtre lors du baptême? Pour l'instant, dans les 80 couples, seulement 15 époux conservent le terme de journalier, alors que tous les autres qui sont mariés ou ont eu au moins un enfant dans la paroisse sont des jardiniers, des marchands, des épiciers, des cordonniers, etc. Donc, il serait étonnant qu'ils aient appris ce type de profession aussi rapidement à Montréal. Je crois plutôt qu'ils reproduisent leur genre de vie qu'ils avaient en Irlande. Donc, ces professionnels-là prennent de l'ampleur dans la communauté. Ils vont s'enraciner davantage aussi sur le long terme. Ils deviennent parrains, marraines de plusieurs enfants lorsqu'un couple arrivé plus récemment fait baptiser leur enfant. Donc, un réseau semble se créer autour d'eux et des quelques dirigeants religieux sulpiciens qui viennent aider les nouveaux arrivants et assurent la vitalité de la communauté. Une dizaine de familles, d'ailleurs, demeurent à Montréal au-delà de 1840. Parce que les fils et les filles des premiers couples mariés se marient eux aussi à la paroisse Notre-Dame de Montréal une vingtaine d'années plus tard. Une autre constatation est le taux de mortalité très élevé des enfants à la naissance, mais je n'ai pas encore compilé les chiffres, d'ailleurs je suis rendu là. Même chose du côté des parents qui décèdent assez tôt pour ceux qui restent plus ou moins longtemps, donc on parle autour de 35 ans que les parents vont mourir.
Donc, les conditions sanitaires de Montréal ne sont pas très bonnes à ce moment, il faut le dire. Est-ce que c'est pour ça que beaucoup quittent aussi? Après la perte de 2 ou 3 enfants à bas âge, beaucoup semblent quitter rapidement. Donc, avec ces nouvelles données, nous savons un peu mieux qui fonde cette première communauté irlandaise catholique de Montréal. D'abord, le mariage semble un pari risqué pour certains, car comme on l'a vu, il n'assure pas l'enracinement à Montréal. Du moins, il permet un enracinement pour quelques années, et le temps de ramasser assez d'argent pour pouvoir acheter une terre ou pour simplement continuer leur périple ailleurs, tandis que quelques familles demeurent à Montréal sur le long terme. Il faut donc nuancer la portée du mariage en termes d'enracinement. Il n'est pas certain qu'il reste malgré que plusieurs demeurent dans la paroisse. Si on se fie aux données inscrites par le prêtre, on voit que pour rester, les Irlandais doivent savoir se débrouiller pour trouver un emploi. Ils doivent avoir aussi de bons contacts. Plusieurs peuvent compter sur des Irlandais mieux enracinés qu'eux, mieux établis, prêts à les guider à Montréal. Il y a donc plusieurs parcours disponibles pour les Irlandais et ils n'hésitent pas à bouger selon leurs besoins. Nous savons qu'ils ne sont pas des migrants fuyant la maladie ou la famine. Et les premiers à quitter l'Irlande de façon plus soutenue pour Montréal sont souvent des gens ayant connu des années de prospérité, que ce soit des fermiers ou des marchands, et cela est confirmé par les résultats de nos recherches. Évidemment, il y a aussi un effet d'entraînement. Donc, plus d'Irlandais s'établissent à Montréal, plus il va y avoir d'Irlandais qui vont venir. Le réseau de solidarité se construit aussi au fil des années. On le remarque, par exemple, parce qu'un couple a besoin d'un parrain ou d'une marraine. Ils peuvent compter sur plusieurs hommes et femmes qui n'hésitent pas à leur prêter main forte. Donc, à l'aide des registres paroissiaux, nous avons amassé quelques évidences qui laissent croire que cette première communauté irlandaise catholique de Montréal existe et qu'elle est bien vivante. Merci beaucoup. Donc, notre prochaine intervenante, Marie-Laurent. Bonjour. Merci pour votre présence et aussi merci à mes collègues et amis pour l'organisation de ce colloque étudiant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des axes que j'ai exploré dans mon mémoire de maîtrise, c'est-à-dire la thématique des solidarisations et de leurs limites en différents groupes militants qui se sont mobilisés et côtoyés dans les campus universitaires montréalais de la période des années 68. Donc, ce concept des années 68 au pluriel est né d'une volonté de connecter les différents mouvements de contestation qui se sont déroulés dans les campus universitaires à travers le monde à la fin des années 60. Il s'agit donc d'élargir la fenêtre spatio-temporelle pour étudier le phénomène dans la moyenne durée. La plupart des chercheurs considèrent la période allant de 1967 à 1970. De cette façon, les chercheurs ouvrent la porte aux expériences historiques de plusieurs villes qui ont connu, dans la même période, des mouvements de contestation qui s'inscrivent dans des thèmes et des moyens d'action suffisamment communs pour être interprétés comme un phénomène mondial. Les recherches qui se sont faites autour du chantier historiographique des années 68 à l'échelle globale au début des années 2000 tentent justement d'identifier ces référents communs que partagent les différents mouvements 68 heures. Parmi ces points communs partagés par les 68 heures à travers le globe, on peut penser à des méthodes militantes communes, comme les occupations, les sit-ins, les teach-ins et les manifestations, par exemple. Ensuite, même si certains mouvements 68 heures ont attiré d'autres groupes de contestation que les étudiants, comme des travailleurs, bien souvent, les années 68 sont quand même caractérisées par le fait que les mouvements se déroulent, du moins en partie, à même les campus universitaires. Ensuite, les idées de la nouvelle gauche, les idées décoloniales, l'anti-impérialisme, l'anti-autoritarisme et l'antiracisme font partie du paysage politique commun des années 68 et auquel se rattachent les militants étudiants à travers le monde. Donc, ces référents globaux, communs et partagés par les étudiants de plusieurs villes résultent d'influences communes. On peut penser, entre autres, aux figures phares du mouvement tiers-mondiste, au mouvement de lutte pour les droits civiques et au Black Power aux États-Unis, entre autres. Finalement, certains chercheurs mettent l'accent sur l'importance des flux d'acteurs et d'idées à l'intérieur des campus au cours des années 60, dans la relative simultanéité des épisodes 68 heures. Donc, pour ces chercheurs, le nombre accru d'étudiants poursuivant des études à l'étranger à compter des années 60 a provoqué ce flux d'idées et ce métissage, entre guillemets, pour reprendre les termes de Fraser et Cohen, à l'intérieur même des campus universitaires. Donc, puisque le mouvement étudiant montréalais de la fin des années 60 partage ces caractéristiques communes, on peut avancer que le cadre d'analyse qu'est celui des années 68 pour étudier le mouvement étudiant montréalais est pertinent. Donc, maintenant, à part ces points communs qui permettent de parler d'un mouvement global international, chacun des mouvements 68 heures, dépendamment d'où il évolue dans le monde, prend des dimensions politiques différentes, singulières et propres au contexte local, finalement.
Donc, c'est justement ce vers quoi tendent les travaux en histoire sur les années 68 à l'échelle globale produits au cours des dernières années. Puis pour parvenir à cette étude des singularités de chacun des mouvements 68 arts, les auteurs qui s'inscrivent dans ce chantier historiographique proposent entre autres d'étudier, à partir d'archives locales, la rencontre entre différents groupes de militants locaux et étrangers dans les campus et de porter une attention particulière à l'influence du contexte local. Donc, dans le cadre de mes recherches, je m'inspire donc des travaux récents qui traitent des années 68 pour étudier le mouvement 68 arts montréalais. Donc, sans faire de l'histoire globale, évidemment, je m'inspire et je m'appuie quand même sur ces récentes pistes historiographiques pour étudier, à partir de la presse étudiante montréalaise, les différents groupes d'acteurs qui se sont côtoyés et qui ont revendiqué dans les campus montréalais dans la période des années 68. Donc, le croisement des différents groupes d'acteurs dans les campus montréalais et leurs revendications respectives permettent justement de prendre le pouls des solidarités qui en sont découlées, mais aussi des limites de la solidarité entre les groupes aux intérêts et aux conditions quand même différentes. Donc, suite à ma lecture de la presse étudiante, plus précisément des journaux des 3 universités montréalaises de l'époque, donc l'Université Sir George Williams, qui est l'ancienne Université Concordia, l'Université McGill et l'Université de Montréal, je vous présente aujourd'hui 2 axes qui me semblent intéressants et féconds pour étudier cette idée de solidarisation et de leurs limites entre les 68 arts montréalais. C'est-à-dire la question linguistique et la question raciale, ou plus spécifiquement la lutte pour les droits linguistiques des francophones à Montréal et la lutte antiraciste organisée par des militants noirs dans le contexte montréalais. Donc, la lutte pour les droits des francophones et la lutte antiraciste ont largement mobilisé les étudiants au cours de l'année scolaire 68-69. Donc, d'un côté, les étudiants francophones qui fréquentent les cégeps et l'Université de Montréal constatent l'inégalité des chances d'accès à l'éducation supérieure pour les francophones de la ville. Puis, d'un autre côté, des étudiants noirs montréalais ou bien de passage à Montréal dans le cadre de leurs études se mobilisent pour la cause de l'antiracisme afin de protester contre le racisme qui existe bel et bien dans les campus universitaires montréalaises et dans les sociétés québécoises et canadiennes au sens plus large. Ces causes mobilisent évidemment une frange engagée des étudiants des 3 universités montréalaises qui militent pour des causes auxquelles ils et elles sont confrontés sur une base quotidienne et qui affectent profondément leur réalité d'étudiants et de citoyens. Donc, on convient donc que certains étudiants francophones militent dans les cégeps et à l'Université de Montréal pour les droits linguistiques des francophones, et idem pour les étudiants noirs qui se mobilisent contre le racisme systémique qu'ils vivent dans le contexte montréalais. Par contre, la question des solidarisations et de leurs limites se pose à partir du moment où des étudiants anglophones prennent position et participent aux luttes pour les droits linguistiques des francophones, où des étudiants blancs s'intéressent au mouvement antiraciste et où des étudiants francophones s'identifient aux nègres blancs d'Amérique. Donc, à ce point-ci, je poserai la question suivante. Qu'est-il ressorti du croisement de ces luttes et de ces groupes d'acteurs dans les campus universitaires montréalais? Donc, afin d'explorer cette question, je propose de centrer ma présentation autour de 3 événements qui se sont déroulés à Montréal durant l'année scolaire 68-69 et qui permet justement d'aborder la question de la lutte antiraciste et de la lutte pour les droits linguistiques. C'est-à-dire le Congrès des écrivains noirs qui a eu lieu au mois d'octobre 1968, l'affaire Sir George Williams qui a eu lieu à la fin du mois de janvier et au début du mois de février 1969 et l'opération McGill français qui a eu lieu le 28 mars 69. Donc, je propose qu'on y aille chronologiquement, puis qu'on débute par le Congrès des écrivains noirs du mois d'octobre 68. Ce congrès s'est déroulé du 11 au 14 octobre 1968 et a été organisé par un groupe principalement composé d'étudiants. Le McGill Daily qualifie cet événement du plus grand congrès du Black Power à se tenir à l'extérieur des États-Unis. Donc, bien que le Congrès des écrivains noirs ne soit pas relié uniquement au mouvement étudiant, il a largement suscité l'attention de la communauté étudiante montréalaise. Le fait que le congrès se soit déroulé à l'Université McGill contribue aussi à stimuler les prises de position dans les journaux étudiants montréalais, particulièrement dans le McGill Daily. Considérant que la grande majorité de la population étudiante de McGill est blanche en 1968, il est également intéressant de voir les échos qu'ont eu le congrès dans la presse étudiante de McGill. Donc, comme le McGill Daily est un journal assez engagé qui appuie la cause de l'antiracisme de manière générale, on retrouve dans le journal surtout des articles qui font la promotion de l'événement et qui encouragent la communauté universitaire de McGill à assister aux différentes conférences. Selon la lecture des comptes rendus de l'événement paru dans le journal Le McGill Daily, on constate aussi que plusieurs étudiants blancs étaient présents,
lors du congrès. Donc, il ne fait aucun doute que la cause de l'antiracisme intéresse certains des étudiants de l'Université McGill. Même si le McGill Daily ne publie pas d'articles désapprobateurs du congrès à proprement parler dans les pages du journal, on devine par la lecture de certains articles qu'il y avait en contrepartie des formes de résistance de la part d'une frange des étudiants de l'Université McGill par rapport à la tenue de ce congrès et aux idées et aux propos plus radicaux tenus par certains militants noirs plus proches des Black Panthers. Une controverse a notamment éclaté suite à la proposition de certains participants d'exclure les Blancs de la conférence. Donc, pour aborder plus spécifiquement la question de la solidarisation entre les étudiants blancs et le mouvement antiraciste et les limites des coalitions possibles, je reviendrai sur une entrevue réalisée par le McGill Daily avec les organisateurs du congrès des écrivains noirs qui est particulièrement intéressante. L'entrevue est publiée en date du 11 octobre 1968 à l'occasion du début du congrès. Puis il s'agit d'une entrevue réalisée avec Rosie Douglas, qui est l'un des deux organisateurs du congrès des écrivains noirs, puis Keith Byron, qui est un participant également. Les deux interviewés sont des étudiants noirs en passant. Je vais vous lire l'entrevue. J'ai fait une traduction de l'anglais vers le français, mais vous pouvez lire, c'est des extraits originaux en anglais. Donc, une des premières questions qui est posée par le journaliste du McGill Daily est la suivante. Je cite le journaliste. « Voyez-vous un lien entre la lutte pour la libération des Noirs et le mouvement étudiant, l'idée que les étudiants noirs et blancs en Amérique du Nord, dans les campus universitaires à travers le monde, vivent la même forme d'oppression? Croyez-vous qu'il pourrait y avoir une coalition de principes entre les Noirs opprimés et les Blancs opprimés? Croyez-vous que les étudiants sont une classe opprimée? » Donc, à cette question, Keith Byron va répondre au journaliste, je le cite, « C'est une question très délicate, la participation des étudiants blancs à la libération des Noirs. Évidemment qu'ils sont en quelque sorte liés, mais je ne crois pas qu'on puisse les comparer puisqu'il s'agit de deux questions distinctes. Les étudiants et les mouvements étudiants n'ont jamais expérimenté le type d'acculturation et de déshumanisation que les Noirs ont rencontré ou ont vécu. Donc, à cet égard, je pense qu'il faut tracer une ligne très claire quant à ce que vous entendez par là. » Donc, à cette réponse, le journaliste du McGill Daily va rajouter « Je pense que l'une des idées derrière les étudiants blancs aux États-Unis est que toute oppression qu'il pourrait y avoir dans les universités est d'un ordre différent de celle des Noirs. Néanmoins, ils sont liés et en ce qu'ils font tous les deux partie d'une société raciste et impérialiste. Considérez-vous qu'une alliance dans ce sens est importante? » Donc, Rosie Douglas, le second interviewé et co-organisateur du congrès, va répondre à ceci. À ce stade, je ne crois pas qu'il est absolument nécessaire, malgré les similitudes qui existent évidemment entre les deux groupes, que les Blancs s'organisent et travaillent à leur niveau, pendant que les Noirs travaillent à leur niveau. Nous travaillons peut-être vers un objectif similaire, mais je ne pense pas que nous soyons arrivés à ce stade de former une coalition. Fin de la citation. Donc, les propos tenus dans cette entrevue semblent montrer d'abord une volonté de certains étudiants blancs d'agir pour la cause de l'antiracisme, puis également une tendance à vouloir amalgamer leur cause à celle défendue par les étudiants noirs dans la société montréalaise et nord-américaine au sens large pour former une sorte d'alliance. Donc, ce qui est intéressant avec ces extraits-ci, c'est qu'on voit qu'en testant cette idée de coalition auprès des militants noirs qui ont organisé le congrès, on voit là, que l'idée passe moins bien de leur côté. Donc, cette entrevue est une des prises de position qui illustre l'inconfort de certains militants noirs qui, bien qu'ils reconnaissent la légitimité du mouvement étudiant et qu'ils soient eux-mêmes étudiants, sentent le besoin et la nécessité de lutter indépendamment des structures étudiantes puisque leur lutte dépasse largement les campus universitaires. Donc, le Congrès des écrivains noirs de 1968 est un des lieux où se sont croisés militants noirs et militants du mouvement étudiant au cours de l'année scolaire, mais ce n'est pas le seul, et c'est ce qui m'amène à vous parler de l'affaire Sir George Williams. Donc, cet événement, qui est l'affaire Sir George Williams, a été orchestré par des étudiants antillais venus étudier à l'Université Sir George Williams à la fin des années 60, qui protestaient contre le racisme d'un professeur de biologie qui attribuait systématiquement des notes moins élevées aux étudiants noirs de ses classes. Donc, cette situation a d'abord été dénoncée à l'administration de l'Université Sir George Williams par quelques-uns des étudiants antillais. Et suite à l'inaction de l'administration, qui a duré plusieurs mois, des étudiants noirs et certains de leurs alliés blancs ont occupé le centre informatique du 9e étage de l'université pendant à peu près 2 semaines.
Donc, l'événement a aussi fait couler beaucoup d'encre dans les journaux étudiants des 3 universités montréalaises, particulièrement dans le Georgian, le journal étudiant de l'Université Sir George Williams, et dans le McGill Daily. On retrouve dans ces journaux des points de vue qui vont de la vive opposition à l'occupation orchestrée par les étudiants antillais à des appuis envers la cause défendue par ces étudiants noirs victimes de racisme à l'intérieur même du campus. Cette solidarité que certains étudiants blancs de McGill et de Sir George Williams manifestent envers la cause, soit en participant à l'occupation ou en affirmant leur appui dans les pages des journaux étudiants, entre autres, se justifie d'abord par la sensibilité politique que certains militants développent envers la cause de l'antiracisme, comme on l'a vu plus tôt, et également dans le mouvement d'opposition vis-à-vis des structures administratives de l'université, parce que cette révolte vis-à-vis de l'administration de l'université est l'un des fondements de la mobilisation étudiante à l'intérieur des 3 campus montréalais dans la période des années 68. Et c'est justement contre un professeur, mais plus largement contre l'administration de l'Université Sir George Williams qu'en ont les occupants antillais de l'affaire Sir George Williams. Par contre, étonnamment, du côté de l'Université de Montréal, l'événement n'a pas tellement attiré l'attention des rédacteurs du journal étudiant Le Quartier latin, ce qui est assez étonnant vu l'ampleur que le mouvement d'occupation a pris. Aussi, on pourrait croire que les étudiants francophones mobilisés autour de la question des droits linguistiques, qui s'identifient à plusieurs reprises aux nègres blancs d'Amérique, auraient eu un peu plus de sympathie pour ce mouvement organisé par des militants noirs qui luttent contre le racisme. Pourtant, le journal étudiant Le Quartier latin ne semble pas s'intéresser à l'événement. Puis ce qui est assez déroutant, c'est qu'en date du 11 février, qui coïncide avec la date en fait, de la fin de l'occupation du 9e étage de l'Université Sir George Williams, on peut lire dans Le Quartier latin, en première page, le titre « Mort aux Blancs, vous êtes des nègres ». Donc voilà, c'est la page couverture de l'édition du 11 février 69. Puis, donc, au début de la lecture, et en raison de la simultanéité entre la parution de ce numéro et l'occupation de l'Université Sir George Williams, on pourrait croire qu'il s'agit d'un numéro thématique sur l'occupation et les revendications des militants antillais, comme ça s'est fait du côté du McGill Daily et de Sir George Williams. Mais non, en fait, l'idée de l'étudiant noir est ici récupérée pour traiter de la situation des étudiants, particulièrement des étudiants francophones, au sein du système scolaire québécois. Donc, on s'en sert comme une sorte d'analogie, finalement. En deuxième page, un éditorial de Roméo Bouchard exploite justement cette idée de l'étudiant nègre, entre guillemets. On peut lire, je le cite, « Au Québec, les étudiants sont doublement nègres, car les Québécois, cela se dit, sont les nègres blancs d'Amérique. Les grévistes de philo et les éventuels exilés de sciences politiques sont doublement frères des Noirs séquestrés de Sir George. » Donc, dans cet extrait, qui paraît dans ce journal, la réappropriation de la lutte antiraciste par les étudiants francophones pour mettre en mots leurs propres conditions semble assez évidente, mais laisse présager une certaine solidarité entre cet étudiant qui considère que les francophones sont doublement frères des militants de Sir George. Par contre, dans un article publié une semaine plus tard, on peut lire, je cite le même journaliste, « Du côté des étudiants francophones eux-mêmes engagés dans la contestation, le sac de Sir George laisse des hésitations. En effet, pour des étudiants francophones québécois, Sir George est un des symboles de leur assujettissement économique et social à l'élite anglophone, et le racisme vient peut-être en 20e place sur la liste des griefs qui peuvent être adressés à Sir George. Nous voudrions être sûrs que les contestataires noirs et blancs de Sir George luttaient vraiment contre tout ce qu'il y a d'intolérable dans Sir George pour un Québécois et ne se contentaient pas d'appuyer une grande cause mondiale, l'antiracisme. Car il existe quelque chose comme un racisme anglophone à l'égard des Québécois francophones qu'on a précisément appelé les nègres blancs d'Amérique. Et Sir George n'est sûrement pas étrangère. » Donc, cet article montre que, bien que certains étudiants blancs francophones aient appuyé la cause défendue par les militants noirs et majoritairement anglophones de Sir George Williams, certains des militants étudiants francophones critiquent les fondements de ce mouvement puisqu'ils s'attaquaient uniquement, entre guillemets, au caractère raciste de l'université en n'incluant pas des critiques envers le caractère anglophone de cette institution. Donc, pour reprendre ici une des critiques formulées par l'auteur David Austin, cette position permet justement de réfléchir aux limites de l'appui et de la solidarisation de certains militants francophones à cette cause antiraciste, malgré leur auto-identification aux théories de la négritude. Donc, finalement, ça m'amène à vous parler d'un troisième et dernier événement qui s'est déroulé à Montréal durant cette même année scolaire et qui touche plus directement les enjeux linguistiques reliés au système d'éducation, l'opération McGill français.
Donc, l'opération McGill français, que Sean Mills qualifie comme la première manifestation de masse sur les droits linguistiques au Québec, a eu lieu le 28 mars 1969 et a attiré entre 7 000 et 15 000 manifestants qui se sont réunis sur le campus de l'Université McGill. Les militants réclamaient la francisation de l'Université McGill, donc s'attaquaient à son caractère anglophone, mais également réclamaient la popularisation de cette institution d'enseignement considérée comme élitiste et bourgeoise. L'opération McGill français s'est donc jouée sur des revendications linguistiques, mais également sur des revendications de classe. Outre les étudiants francophones des cégeps et de l'Université de Montréal qui ont massivement participé au mouvement, des groupes syndicaux, des militants nationalistes et des militants anglophones ont également été présents dans cette manifestation. Donc, effectivement, des militants anglophones, dont certains étudiants de McGill, ont participé au mouvement. Puis, c'est entre autres sous l'influence de Stanley Gray, un militant de McGill chargé de cours en sciences politiques, que le journal Le McGill Daily et que l'association étudiante appuie le mouvement McGill français. Une édition spéciale du McGill Daily publiée en français et qui traite des revendications des étudiants francophones est d'ailleurs imprimée à 100 000 exemplaires et distribuée à travers le Québec pour l'occasion. Ce qui est assez étonnant puisque l'opération McGill français, dans la mesure où elle avait réussi son objectif initial, aurait mené à la francisation de l'Université McGill graduellement dans un délai de 5 ans. D'ailleurs, en date du 4 mars 1969, donc quelques semaines avant la manifestation du 28 mars, le journal étudiant de l'Université de Montréal, le Quartier latin, publie un article de Stanley Gray et présente son texte comme un exposé remarquable et comme un document susceptible de faire saisir les objectifs qui sous-tendront l'opération McGill français. Donc, voici un extrait de cet article de Gray, je le cite. Si McGill est appelée à devenir une université de la classe ouvrière, une université critique, elle doit, dans ce cas, être aussi une université française. Il ne suffit pas que McGill accepte simplement un grand nombre de finissants des cégeps. Elle devrait plutôt accepter tous les finissants des cégeps qui en font la demande et dispenser les cours dans leur langue. Ce serait le premier pas pour changer la langue d'enseignement de McGill de l'anglais au français, la langue de 85 % de la population. Donc, évidemment, les propos de Stanley Gray ont un écho favorable au sein des milieux étudiants francophones, on devine pourquoi. Mais ils parviennent aussi, comme je l'ai mentionné, à convaincre certains étudiants anglophones de McGill de se solidariser et d'appuyer la cause. Par contre, certains groupes de gauche de l'Université McGill parviennent à accepter les critiques reliées au caractère bourgeois de l'université, mais rejettent l'idée de la conversion de McGill en une institution unilingue française. Dans l'édition du 27 mars 1969 du McGill Daily, on peut lire, je traduis encore une fois en français, « En proposant l'unilinguisme à McGill, avec ses implications assimilationnistes, les organisateurs ont créé un climat émotionnel ayant polarisé en fonction des caractères ethniques. Ils n'ont pas réussi à attirer l'attention sur la transformation progressive du Québec. » Fin de la citation. Par contre, pour d'autres étudiants de McGill, l'opération McGill français a plutôt permis de brouiller cette opposition entre anglophones et francophones. Un article publié en date du 2 avril 1969 avance ceci, je cite, « L'opération McGill français a montré le véritable alignement des forces au Québec. D'un côté, il y avait l'administration de McGill, plusieurs forces de police, le gouvernement de l'Union nationale, des éditorialistes et le Parti québécois de l'évêque. De l'autre côté, des étudiants, des cégeps et des universités, quelques journalistes sympathiques, des groupes de travailleurs. Il s'est avéré que la véritable division des forces n'était pas fondée sur la langue ou la race. Il y avait l'anglais et le français des deux côtés. C'est une division entre oppresseurs et opprimés. » Fin de la citation. Donc, ces quelques prises de position montrent qu'une certaine frange de la gauche anglophone est parvenue à appuyer l'opération McGill français. On voit aussi que certains étudiants anglophones qui admettent la nécessité de populariser l'Université McGill ne sont pas parvenus à se solidariser aux militants francophones en rejetant le caractère nationaliste de cette lutte. Puis cet exemple souligne aussi certaines des limites de l'appui des étudiants militants anglophones aux causes défendues par les étudiants francophones lorsqu'elles impliquent des revendications qui visent à convertir leur université en une institution unilingue francophone. Donc voilà, pour conclure ce bref aperçu autour de la thématique des solidarisations
et des limites de la convergence des luttes permet de considérer le mouvement 68 Arts comme un mouvement pluriel. On convient donc ici que d'aborder la période des années 68 comme un phénomène uniquement générationnel rend invisible ces tensions et ces solidarités entre différents groupes de militants étudiants. Les angles de la langue et de la race permettent aussi de considérer le caractère politique du mouvement 68 Arts montréalais en l'imbriquant dans les dynamiques de l'effervescence des mouvements sociaux de l'époque. Puis, bien, évidemment, au-delà des luttes des droits linguistiques des francophones et autour de l'antiracisme, des militants étudiants ont lutté côte à côte pour des causes communes dans cette période des années 68. De par leurs conditions communes d'étudiants, plusieurs militants se sont retrouvés dans des luttes pour une plus grande accessibilité aux études supérieures et pour une participation accrue aux instances décisionnelles de leurs universités respectives, notamment. Merci beaucoup. Nous avons la chance d'avoir 45 minutes pour une période de discussion. Pas de pression. Donc, nous accueillons vos questions. Moi, j'en aurai, mais je les garderai peut-être pour la fin. J'ai une question pour Jonathan. C'est en piste et réflexion et questions. Est-ce que tu as eu la chance de lire le livre Destin d'immigrés de Philippe Rigiel? C'est sur la France, donc peut-être que tu n'aurais pas eu la chance. Parce que quand tu parlais de ta présentation, c'était... Bon, il a fait ça 100 ans plus tard, là, autour des années 1920, mais l'idée des trajectoires, il fait la même affaire, mais à une échelle, évidemment. C'est quoi le nom, déjà? Philippe Rigiel, Destin d'immigrés. Bon, l'administration française lui donne un petit peu plus de chance, mais il y avait vraiment des échos, donc je me suis dit que ça vaudrait la peine. Merci. Puis je me demandais justement, dans ton analyse réseau, est-ce que tu pensais utiliser des logiciels pour reproduire ça? Est-ce que il y en a déjà qui existent par que... l'Institut, justement, l'Institut de Rouen, qui ont fabriqué certains logiciels. Mais là, pour l'instant, je suis dans Excel. Moi, je suis un peu vieillot. Je suis dans mon vieux fichier. Mais oui, ça serait intéressant de coupler. Là, pour représenter un peu l'arbre. Oui, c'est ça. C'est juste pour... c'est pas terminé encore, mais... Ouais. Ah oui, mais c'est ça, je n'étais pas sûr où est-ce que tu étais rendu non plus. OK, merci. J'ai 2 questions. Allez-y. Une pour Jonathan, puis une pour Laurence. Pour Jonathan, c'est peut-être une question un peu plus large, puis ça dépasse un peu le cadre peut-être de ta maîtrise, mais je me demande, est-ce que le fait qu'il y ait un enracinement irlandais avant la famine explique pourquoi autant d'Irlandais ont choisi de venir à Montréal? Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que là, on le voit, j'ai arrêté en 1834, en fait, puis il y a vraiment beaucoup de mariages, mais à partir de 1831, 1832, là, c'est de façon exponentielle, là, il y a un boost de mariage. Donc oui, ils vont s'appuyer sur la première communauté. Puis il va y avoir des gens aussi qui vont aider justement la communauté. Mais là, il y a tellement de morts. C'est ça qu'il faut dire. Il y a comme 3000 morts, je pense, en 1832 autour du choléra. Donc là, Montréal va complètement perdre la carte. Là. Il va y avoir plein d'intervenants qui vont venir. Ils vont fonder aussi une association pour venir en aide aux immigrants. Donc l'hygiène publique, ça va être remis sur la place publique, mais oui, ça va aider. C'est sûr que ça va aider qu'il y a déjà des gens présents pour les aider. Mais il y a beaucoup, beaucoup de morts. Donc, je pense qu'il y a un état d'alerte là, vraiment à Montréal en 1832. Merci. Ouais. Puis, ma question pour Marie-Laurence, je trouvais ça super intéressant. Tu relevais un peu un paradoxe par rapport à l'angle de la race. Tu expliquais que d'un côté, les francophones semblaient très peu intéressés ou beaucoup moins intéressés à l'événement de Sir George Williams. Puis, d'un autre côté, il se revendiquait de ces questions de la négritude. Est-ce que, moi je me demandais, est-ce que ce paradoxe-là, dans le fond, c'est dans le fond pas vraiment paradoxal. C'est à cause que les Québécois s'inscrivent dans ce mouvement-là, dans ce mythe-là, ça fait en sorte qu'ils ne sont pas vraiment capables de créer des liens de solidarité avec les vraies personnes qui subissent les vraies pressions racisées. Dans la chance, à cause ça mettrait en valeur le fait que c'est pas vraiment des nègres blancs. Le problème avec ce concept-là, je sais pas si ça doit être difficile aussi à voir dans les sources, là, mais je me demandais si ça expliquait pas vraiment un peu ça. Oui, ça me semble être une bonne piste. J'ai l'impression aussi que le fait que justement les francophones étaient aussi hyper mobilisés autour de la question des droits linguistiques, ça fait aussi des angles morts pour ce qui se passe autour. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être une partie de la réponse. Puis, deuxième question, c'est ça justement, l'angle linguistique.
Est-ce que ça s'inscrit dans la globalité, là, dans un mai 68 global, ou pas vraiment, c'est plus particulier au Québec, versus l'angle de la race, qui est peut-être plus global au mai 68? Oui, absolument. Je pense que c'est certainement un des aspects qui fait la singularité du mouvement 68 heures montréalais. C'est aussi toute cette imbrication avec la question des droits linguistiques des francophones à Montréal, mais aussi au Québec plus largement. C'est comme si les francophones s'intéressaient plus à eux-mêmes dans les frontières québécoises, tandis qu'au niveau des anglophones, ils reprennent des choses qui sont peut-être plus au mai 68 partout dans le monde. Oui, absolument. Puis les militants noirs aussi s'inscrivent beaucoup dans un mouvement qui est global puis nord-américain aussi. Là. Fait que ça fait que j'ai l'impression que le militantisme noir, le militantisme anglophone sont probablement ont racine peut-être de façon un peu plus large en Amérique du Nord. Bonjour, merci pour vos présentations, c'était vraiment intéressant. Moi, je suis juriste, fait que je suis vraiment pas familière avec ce genre de sources-là, puis je trouvais ça vraiment intéressant de voir comment les registres pouvaient être mobilisés là, pour nous informer sur finalement un peu plus que... En tout cas, bref, puis mon intervention était plus par rapport à la présentation de Marie-Laurence. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir comment les journaux étudiants nous permettaient justement de révéler un peu plus comment s'ordonnent puis s'organisent les priorités plus larges des mouvements de revendication. Donc, l'extrait que tu as lu du journal de l'Université de Montréal là, c'est vraiment le 20e des griefs contre l'université Sir George Williams, la question raciale. Je trouve que c'était vraiment, vraiment évocateur. Puis, je me demandais au début, tu disais que les étudiants et étudiantes noirs étaient surtout des personnes qui transitaient, si on veut, par Montréal. Fait que c'était des étudiants et étudiantes étrangers et étrangères. Fait que, dans le fond, c'est ça, est-ce que tu as une idée un peu de la composition des... Justement, est-ce qu'à l'Université de Montréal, j'imagine qu'il n'y avait pas énormément peut-être d'étudiants et étudiantes noirs, donc comment... En tout cas, je ne sais pas si tu as étudié un peu cet aspect-là, mais si tu pouvais nous renseigner un peu plus sur cette idée-là de mobilité et de mouvement qui, je pense, traversait un peu aussi ta présentation. Merci. Oui, je pense que dans la mobilisation des étudiants noirs, il y avait certainement une partie des militants qui étaient montréalais, puis une partie des étudiants qui, effectivement, étaient des étudiants étrangers. Il y a eu un gros mouvement à cette période de la fin des années 60 des Antilles. Puis, justement, c'était surtout des anglophones là, qui arrivaient à Montréal, finalement. Donc, ils sont en quelque sorte des acteurs qui partent, qui ont laissé un pays qui était quand même très politisé, aussi très ancré dans toutes les idées tiers-mondistes, les idées décoloniales, puis qui arrivent à Montréal, puis que c'est déjà aussi un petit peu discuté, finalement, alors qu'il y a cette rencontre-là entre ces militants qui sont déjà très politisés, qui arrivent à Montréal. Il y a un contexte, c'est déjà quand même une organisation du mouvement noir, mais qui vont contribuer à le renforcer. Puis justement, oui, certainement que ça explique aussi, entre autres, pourquoi l'activisme politique des étudiants noirs se fait surtout à McGill puis à Sir George Williams. Moi, je vais poser une question, je vais me permettre. En fait, j'ai une question pour vous deux, parce que un des liens que je vois entre ces deux projets, c'est que d'une manière ou l'autre, vous contestez la mémoire collective. J'explique. Donc, Jonathan a parlé de la révision de l'historiographie sur les immigrants irlandais au Canada, mais il n'en reste que dans la communauté irlandaise au Canada et dans la mémoire collective canadienne, on pense à cette migration comme une migration tragique inspirée par la famine. Mais effectivement, vous allez parler d'une migration qui précède la famine et qui n'est pas constituée de pauvres immigrants fuyant le désastre. Donc ça, c'est une façon dont vous contestez un peu la mémoire collective. Pour Marie-Laurence, j'étais frappé il y a quelques jours de voir dans l'Assemblée nationale qu'on dénonçait des dénonciations du Québec comme une société qui peut ou qui a pu être raciste. Donc on disait que le racisme n'existe pas au Québec, plus ou moins. Je pense, en abordant ces sujets des années 60, vous êtes plein là-dedans, dans les débats d'aujourd'hui sur le racisme systémique, sur
sur la présence ou pas de racisme systémique au Québec. Donc, ma question pour vous, c'est comment est-ce que vous gérez cet aspect du projet? Qu'est-ce que ça signifie pour vous de faire de la recherche qui est au fait, qui conteste la mémoire collective et qui est pertinent à l'actualité? Donc, Ben, en fait, moi, c'était le point de départ de ma recherche. C'est sûr que quand j'ai pris conscience qu'il y avait des Irlandais avant la Grande Famine, même avant le choléra de 1832, j'étais un peu stupéfait du fait qu'on n'en parlait pas vraiment. J'ai même pas trouvé d'ouvrage complet sur ce type de gens-là. Donc, c'était des travaux épars que je devais fouiller quand même assez longtemps. Donc, après ça, je me suis dit, c'est sûr qu'il y en a. Puis j'ai parlé après à mon directeur, Jean-Philippe. J'ai parlé de ça, puis il m'a dit, oui, ils sont là, mais on ne sait pas comment les chercher. On ne sait pas, parce qu'ils sont de passage souvent, donc c'est très difficile à les retrouver. Donc on a eu l'idée après ça d'étudier le mariage, mais c'est sûr que ça vient un peu tempérer le grand discours sur « Ah, c'est des victimes des Irlandais ». Donc c'est pas juste des victimes. Puis il y a quelques historiens récemment aussi qui ont sorti des ouvrages sur Terre-Neuve et les provinces maritimes qui répètent que c'est pas juste des victimes. Ils savaient ce qu'ils faisaient en venant s'établir en Amérique. Ils avaient des idées. Ils voulaient fonder une communauté bien à eux. Donc, pour moi, ça, c'est important de dire ça quand même à travers le mémoire. Là. Je pense, juste comme commentaire, je pense que ça aide à mieux inscrire l'histoire de la migration irlandaise dans la plus longue histoire de la migration au Canada. Oui, c'est donc, ça. de ne pas penser comme un cas à part. C'est ça. Parce qu'on voit des phénomènes comme la migration en chaîne, justement, dans ce que vous décrivez. Ouais. Merci. Dans mon cas, je dirais que je me suis d'abord intéressée aux influences plus du Sud sur les mouvements sociaux en général à la fin des années 60 à Montréal. Puis ensuite, je pense que je me suis posé la question, mais aussi j'ai lu Sean Mills puis David Austin qui justement soulèvent un peu ces questions-là. Puis je pense que c'est aussi ça qui m'a inspirée. Puis de finalement, qu'est-ce qui arrive quand les étudiants de Montréal rencontrent justement soit des étudiants étrangers qui viennent des endroits qui les ont inspirés ou bien qui vivent d'autres réalités que la leur, comme le racisme, par exemple. Puis, au final, je suis juste retournée. Mes sources sont pas si obscures, c'est juste les journaux étudiants. Puis, il y a plein d'exemples. J'ai cité quelques extraits, mais au final, comme David Austin le montre bien aussi, il y avait quand même l'activité des militants antiracistes était quand même importante à la fin des années 60 à Montréal, puis on le voit vraiment bien dans la presse étudiante, puis on voit ce dialogue-là aussi un peu avec les étudiants blancs des 3 universités aussi, puis la dimension linguistique est aussi présente. Fait qu'au final, au travers des journaux étudiants, on peut quand même, je pense, regarder cette problématique-là assez facilement. Merci. Ma question est pour Jonathan. Je voulais savoir si tu pouvais nous informer sur l'éducation des communautés irlandaises qui arrivent à Montréal, pour les premiers immigrants, puis ensuite peut-être pour les enfants de ces immigrants-là qui sont nés au Québec, parce que forcément ils sont anglophones, mais ils sont aussi catholiques. Tu as dit l'éducation? Oui, l'éducation. Des premiers qui arrivent? Ou... Oui, puis après ça, leurs enfants, en fait. OK. Non, j'ai pas vraiment de source là-dessus. Okay. Mais je sais que des fois, je vois des maîtres d'école qui viennent d'Irlande. Donc, leur profession, c'est maître d'école. Mais je sais pas si... l'éducation, ils l'ont reçu avant de venir ici. Oui, ils sont assez vieux, en fait. Quand ils arrivent, les célibataires, ils ont peut-être 25-26 ans en moyenne. Donc, ils ont déjà un bon bagage. Ils se marient vieux aussi. Ils se marient 28. Ça, c'est assez surprenant aussi. Après ça, c'est quoi? Ils se créent un réseau d'éducation entre eux ici? Ou... Je pourrais pas dire. Je pense que ça va être mixé. Je sais pas si c'est mixé avec le réseau catholique. Je pense que c'est catholique en ce moment-là. Okay. Donc, ils vont tous regrouper les catholiques ensemble. Puis, ils vont devoir aussi amener des prêtres anglophones. Ça va être une grande part aussi de la question linguistique. Mais moi, je ne l'aborde pas tellement parce qu'on n'a pas de source vraiment sur ça. Mais oui, il va y avoir des prêtres anglophones. Les premiers prêtres anglophones à Montréal, ils vont s'établir autour de 1820 pour venir célébrer les messes. Mais côté éducation, j'avoue que je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Peut-être pour répondre à ta question, le côté éducation, avant 1830, il n'y a pas tant d'écoles catholiques non plus. C'est très à la
au choix c'est de ça. la communauté. Là, fait que, je pense que ça se rassemble pour ça. Ma question était aussi pour toi, Jonathan. Dans le fond, tu as parlé des réseaux de solidarité qui se construisaient une fois qu'ils sont ici. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des réseaux de parenté que tu as observés dans ton échantillon? Pas de temps. Pour l'instant, j'en ai pas tellement, non. Okay, J'ai peut-être 2 grosses familles qui vont venir. Ils sont peut-être 7 ou 8 qui vont venir toutes sur le bateau ensemble. Ou de gens qui viennent de la même région, peut-être? Oui, c'est ça. Oui, j'ai dit, c'est Ulster puis Leinster. Ça, c'est les 2 grosses. Il y a 4 provinces en Irlande. Ulster, Leinster, Connacht et j'oublie l'autre. Munster. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vraiment dans le nord qui vont des 2 provinces du nord qui vont puis ces 2 grosses familles-là, est-ce qu'il y a des constructions un peu comme les Écossais, là, il y avait plein de réseaux de parenté entre eux autres? Tout le monde avait un lien de mariage ou de sang. Est-ce que ça, tu peux l'observer? Oui, bien, pas toutes les familles, mais quelques-unes, oui. Ça va être des grosses lignées. Là, le premier arrive en 1820, puis ça va se terminer en 1840. Puis là, tu vois aussi la progression dans les métiers. Il commence journalier, fini bourgeois en 1849. Là. C'est vraiment spécial. On peut vraiment les comparer aux Écossais à cette époque-là. Oui, puis il y a quelques grosses familles aussi qui vont rester. Super, merci. Ouais, j'ai une question pour Marie-Laurence. La comparaison entre la question nationale québécoise, d'une part, et d'autre part, sa comparaison, son harnachement sur l'idée de la colonie, ça date à peu près de la fin des années 50. Mais j'ai l'impression que, enfin, je ne sais pas, que pendant toutes les années 1960, le mouvement étudiant qui est en train de se structurer et qui reprend d'une certaine manière cette thématique-là de la colonie, le fait d'un point de vue un peu idéal. C'est-à-dire que, bah oui, nous sommes décolonisés. Bah oui, nous sommes des nègres blancs. Puis dans le nous, il y a le nous québécois, puis il y a le nous étudiant, puis nous sommes doublement colonisés. Bon, toute cette thématique-là. Mais c'est un peu idéal dans le sens où il n'y a pas de contact réel, concret, avec des étudiants africains, avec des étudiants noirs, bon, il y en a très peu, dans les universités francophones. J'ai l'impression, en tout cas, c'est mon... Et tandis qu'à McGill et à Loyola Sir George William, il y a des étudiants caribéens qu'on ne trouve pas dans les... très peu, en tout cas, dans les universités francophones. Et c'est peut-être là... Enfin, en tout cas, je te pose la question, est-ce que c'est peut-être une interprétation possible de cette incompréhension des étudiants francophones qui, face à ce qui se passe à Loyola, face à ce qui se passe à McGill, essayent finalement de récupérer ça, pas nécessairement dans une optique de racisme ou autre, mais tout simplement que c'est une réalité qui les dépasse un petit peu parce que cette réalité-là ne fait pas partie de leur quotidien. Je ne sais pas, je te lance l'idée comme ça. Oui, effectivement, je pense que c'est une bonne piste, une bonne partie de la réponse, certainement. Et puis, il y a peu aussi d'études qui ont été faites sur les étudiants étrangers dans les campus. Dans les années 60, il y a Daniel Poitras qui le fait dernièrement, donc ça donne un peu un indice qu'il y avait quand même quelques étudiants étrangers qui n'étaient pas blancs à l'Université de Montréal, mais effectivement, ils étaient certainement moins organisés, puis il y a certainement une partie d'incompréhension, alors que le mouvement antiraciste, puis en tout cas, était quand même organisé, puis réunissait aussi des étudiants de McGill et de Sir George Williams. Alors, il y avait sûrement plus des ponts aussi entre les universités. C'était beaucoup plus discuté, finalement. Donc, il y a certainement cette partie-là d'avoir moins de contacts. J'ai l'impression, effectivement. Je vais me permettre, juste avant, une question de plus. Donc, c'est une question qui porte sur les sources. Et j'en ai une pour chacun des intervenants. Jonathan, ça va peut-être démontrer ma manque de familiarité avec les registres Perrosso, mais est-ce que c'est possible, à travers ces sources, d'avoir une idée de la spatialité de la communauté? On sait avec les communautés migrantes que vivre en proximité est très important pour construire des institutions. Est-ce que c'est une réalité que vous avez pu accéder
à travers ces sources? Non, j'ai pas l'accès. Je ne sais pas où il habite. C'est juste vraiment sur le mariage, sur l'événement précis. Mais je vais possiblement regarder le recensement de 1825, où là, on pourrait cibler quelques Irlandais qui habitent Griffintown, quartier Sainte-Anne. Donc ça, c'est le début des recensements à Montréal? Oui. En 25? Oui, il me semble, 1825. C'est un des premiers. Pour le bug. Il y en a un en 1831 aussi. OK. Mais oui, ça pourrait aider pour justement localiser. Oui, tout à fait. Oui. Merci. Voilà. Et puis ma question sur les sources, en regardant les images très évocatrices que tu as montrées, donc on a une image de Black Writers Conference, puis une image de Opération McGill français. J'étais étonné par l'absence de femmes dans ces foules d'étudiants. Je me demande s'il y a une place pour le genre dans les deux enjeux que tu as abordés dans ta présentation. Oui, c'est une bonne question. Puis je me la pose aussi beaucoup. Je pense qu'avec les sources que j'utilise, qui sont les journaux étudiants, les femmes sont vraiment effacées du portrait. Il y a quelques journalistes qui sont des femmes, donc on voit que dans les équipes éditoriales, il y a quand même des femmes journalistes qui en font partie. Mais ensuite de ça, la question du genre n'est pas discutée dans les pages des journaux étudiants. Je pense qu'il y a un petit peu de travaux là, qui commencent à se faire sur les femmes des années 68, puis en général ou ailleurs qu'à Montréal. Puis je pense qu'elles étaient certainement impliquées, mais la cause, la question du genre ou des femmes dans cette lutte-là particulièrement n'était pas abordée directement. J'ai l'impression que ça arrive peut-être plus à partir des années 70. Mais je pense que c'est évident que la question est pertinente, puis je pense que c'est évident que ça pourrait être pertinent d'aller utiliser d'autres sources pour pouvoir joindre cette question-là au reste que j'aborde malheureusement pas à date, en tout cas. Merci. Je pense qu'il y avait une question ici, Alex. J'ai deux questions. Tout d'abord pour Jonathan. Je me demandais, ça rejoint un peu ce que M. Ross vous disiez. Vous parlez d'un enracinement en Amérique. Je me demandais, est-ce que vos recherches pourraient nous permettre aussi d'élargir, si on veut, la spatialisation, mais de la diaspora irlandaise et comprendre la place de Montréal pour la diaspora irlandaise en Amérique? Oui, c'est ça. Puis j'ai une autre question pour Marie-Laurence après. Oui, tout à fait. Ça pourrait nous aider, mais donc c'est ça. Au départ, je pensais qu'il n'y en avait pas qui restaient beaucoup. Donc là, c'est sûr qu'avec les recherches que j'ai pour l'instant, il y en a vraiment beaucoup qui restent. Mais ce qui reste sur le long terme, c'est une autre question. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont rester sur le long terme. Donc là, j'ai ciblé une dizaine de familles sur les 80 que j'ai en ce moment qui vont rester. Donc ils vont faire peut-être en moyenne 3, 4, 5 bébés. Puis là, les bébés meurent vraiment rapidement. On va aussi dans les sépultures que 1 mois, 2 mois, le bébé meurt. Donc, ils vont quitter après. Puis, ils vont quitter dans des terrains que les sulpiciens vont octroyer justement à des leaders irlandais, dont Saint-Colomban, Sherrington, qui sont pas loin de Montréal, mais que là, ça va être des établissements permanents pour les Irlandais. Donc, je ne sais pas à quel point ils s'établissent sur le long terme à Montréal, mais je pense que le recensement de 1825 pourrait nous aider justement à voir est-ce qu'il y a vraiment un groupe là, sur la rue Saint-Antoine, mettons, qui décide de s'implanter pour pouvoir, après ça, parler de diaspora à Montréal. Parce que pour l'instant, je suis un peu froid à l'idée de dire que, bon, ils vont rester vraiment longtemps, tu sais. Je pense que cette question, juste pour continuer, pour poursuivre, ça soulève la question de la spécificité de la communauté irlandaise à Montréal. Donc, est-ce que cette ville catholique francophone, mais dominée par le pouvoir anglais, est-ce que ça fait en sorte que la communauté est différente des autres à Boston, à New York, à Toronto? Ah, dans ce sens-là. C'est une question qui se soulève peut-être dans le long terme pour vos recherches. Oui. Mais pour l'instant, c'est ça, je suis là. Donc, Merci. Ensuite, Marie-Laurence, pardon, on voit, si on veut, deux groupes de mobilisation. Je me demandais si ces deux groupes s'identifiaient clairement, si on veut, à cette mobilisation globale des années 68 déjà. Je ne sais pas si tu comprends, si eux-mêmes se revendiquaient de participer à quelque chose de plus large à ce moment-ci, et si oui, est-ce qu'ils le faisaient de la même façon?
Tu veux dire par rapport aux autres mouvements des 68 heures exactement. dans d'autres villes? Est-ce que les Canadiens français, les Québécois qui défendaient la langue s'identifient à ce mouvement plus large et les groupes noirs aussi? Ben, c'est ça, très peu, étonnamment. Ben, c'est sûr que les différents militants étaient conscients de ce qui se passait finalement dans d'autres villes, puis ça les intéressait. Donc, ben, en tout cas, à partir de la presse étudiante, on voit quelques articles qui paraissent sur il s'est passé telle chose à Chicago, il s'est passé telle chose, en tout cas. Le mai 68 est à peine présent, c'est pas français, est à peine présent dans les journaux. Donc, on sent pas là, qu'il y a quelque chose comme un copier-coller qui est fait à partir de quelconque mouvement. Je pense que c'est vraiment plus la question de la simultanéité des luttes. C'est pas tellement des mouvements qui se sont inspirés des autres ou qui se sont copiés entre eux. Finalement, c'est pas tellement un effet de boule de neige, plus j'ai l'impression un effet d'influence commune finalement, puis de contexte, puis d'étudiants étrangers aussi, puis de mouvements dans les campus, qui a fait en sorte qu'à un certain moment, à peu près entre 67 puis 70, il y a eu plusieurs épisodes similaires qui trouvaient leur inspiration dans des mouvements qui n'étaient pas nécessairement les mouvements étudiants, mais qui pouvaient être justement là, le Black Power. Il y a beaucoup des mouvements 68 heures qui sont mobilisés autour de la question de la guerre du Vietnam. Ça rassemble beaucoup les étudiants. Donc, il va y avoir des manifestations dans plusieurs campus organisées autour de ça. Donc, c'est plus des influences communes, finalement, que... Mais évidemment, les tactiques militantes qui étaient utilisées, puis tout ça, les différents mouvements s'inspirent entre eux, ça, c'est certain. J'ai une question pour Jonathan, un peu pour faire suite à ce qui a été demandé avant. Fait que dans le fond, Montréal, ce serait un peu... Parce que dans le fond, tu as quand même étudié une période de temps quand même assez longue. Là. Ouais. Fait que, mais les gens se marient toujours à Montréal, puis tu as vu un peu les mêmes témoins d'une année à l'autre. Fait que, il y a quand même une genre de communauté d'accueil où Montréal reste un centre d'arrivée. C'est un lieu d'arrivée. Il y a genre une communauté d'arrivée parce que, dans le fond, même si les gens ne s'établissent pas, ils auraient pu se marier... ailleurs. Ouais. Fait que, mais j'imagine qu'ils arrivent à Montréal, mais ils arrivent à Montréal, puis c'est à Montréal qu'ils vont se marier. Fait que je trouve que c'est quand même intéressant, en tout cas en termes d'ancrage, quand même, ou de ce que Montréal peut représenter. Ouais. Mais juste pour revenir tantôt à la question, la communauté irlandaise catholique, ça va surtout être à Montréal, Québec, les provinces maritimes aussi. Donc, le reste, ça va être possiblement protestant, Boston, New York, tout ça. Donc oui, il va y avoir un ancrage aussi dans les provinces maritimes d'Irlandais catholiques. À Québec aussi. Québec il va y avoir une grosse communauté d'Irlandais catholiques autour des années 1820 aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils débarquent à Québec. Donc c'est un choix quand même de dire je pars de Québec, on vient à Montréal. Donc sûrement qu'il y avait des amis, une communauté qu'ils connaissaient. Donc pour ce qui est le reste, je pense que c'est plus protestant aux États-Unis. Quoi qu'il doit y avoir aussi des catholiques. C'est un peu dans la même continuité pour Jonathan. Est-ce que en ce moment, tu portes-tu sur l'idée que cette première communauté-là irlandaise va être dans la même continuité d'une plus large diaspora qui va, dans le fond, se faire accueillir par ceux-ci, justement, peut-être en conclusion de ton mémoire, avec les épidémies, ou au contraire, ils vont se déplacer ailleurs puis ils vont comme être un peu indépendants, peut-être qu'ils ne viennent pas des mêmes régions? Bien, on observe ça dans les années 1830 surtout, qu'il va y avoir des déplacements importants à Saint-Colomban, Sherrington, vers même Beauharnois aussi. Est-ce que tu penses que la deuxième vague qui va les suivre ou au contraire, c'est comme vraiment deux groupes un peu? Je pense qu'il y a un bon ancrage quand même. Je n'ai pas étudié la Grande Famine. Je ne sais pas à quel point ils restent, mais je pense qu'ils restent à Montréal quand même sur le long terme. Au Canada aussi, ils vont devenir Canadiens par la suite. Il y a des études là-dessus, justement, que le nationalisme irlandais va renaître vers 1850, 1860 au Canada. Ben, c'est pour ça que je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses toi-même, mais peut-être s'il y a des recherches de voir si cette communauté-là a suivi ou au contraire, ils sont un peu séparés parce que je sais que pour le 20e siècle, des fois, les communautés, on l'a ici, je pense aux Belges, mais que quand ils reviennent dans leur pays après la Première Guerre mondiale, il y a vraiment une séparation entre ceux qui ont vécu la guerre et ceux qui ne l'ont pas vécu. Alors, peut-être ceux qui auraient vécu la famine ne se sentent pas nécessairement associés à... Parce que c'était juste une idée même. Non, c'est ça. Mais ça pourrait être intéressant d'étudier cette question-là. Pour Marie-Laurence, j'ai une petite question. Est-ce que tu as pensé de faire l'histoire orale, de parler avec des personnes qui étaient présentes dans cette période-là? Parce que je pose la question parce que ça a donné que je parlais avec avec Warren Wilson, chargé de cours ici, puis il était présent
à Concordia, c'est ça, pendant les événements, donc je dis pas qu'il faut que tu ailles lui parler à lui, mais je sais qu'il y a des personnes... Il y a des personnes qui sont évidemment encore en vie, qui ont vécu ces événements-là. Donc, est-ce que tu envisageais peut-être de parler à quelqu'un? Ben, j'avoue que dans le cadre d'un mémoire de maîtrise, je pense que c'est une méthodologie qui est quand même très, très, très... peut-être complexe, là. Mais clairement que vu que ça fait pas tellement longtemps, j'imagine que ça pourrait être une des méthodologies qui permettrait de vraiment d'avoir accès à d'autres points de vue, parce que, à ma connaissance, ça s'est pas fait, là, de l'histoire orale sur le mouvement 68 heures montréalais. C'est une bonne piste. Mais comme vous dites, peut-être pour un projet de doc plutôt que pour le mémoire de maîtrise. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Yvan. J'aurais une dernière pour mon enfin, en tout cas, de ma part, pour Jonathan. C'est assez. En fait, je rebondis sur ce dont on parlait tout à l'heure. Si j'ai bien compris, les immigrants de cette première génération des années 1820 ne sont pas nécessairement des gens qui sont poussés par la pauvreté ou quoi que ce soit, donc arrivent ici, s'installent comme artisans, etc. Est-ce qu'on peut extrapoler en disant que potentiellement, c'est des gens qui vont former une petite bourgeoisie, peut-être qui vont apprendre à lire, à écrire, peut-être qu'ils vont se politiser, peut-être qu'on va les retrouver dans les années 1830, 1840, 37-38, voilà, j'y arrive à la question, 37-38. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce que c'est les mêmes Irlandais qui vont s'associer au Parti patriote? Je n'ai pas étudié la question, je ne peux pas te répondre. Moi, mes sources ne me permettent pas, malheureusement, de voir ça, mais je sais qu'il y avait des leaders irlandais au sein du mouvement patriote, là. Donc, on pense à Edmund Bailey O'Callaghan, d'ailleurs, qui va mener ce projet-là. Mais je pourrais pas répondre à ça, malheureusement. Mais il va y avoir quelques communautés, effectivement, qui vont se joindre au mouvement patriote, là. Quelques Irlandais, mais combien, je ne sais pas. Ouais, c'est dur d'imaginer de retracer. Est-ce que c'est cette génération-là? Oui, c'est ça. Mais je pense pas qu'ils sont très préoccupés par ça. Moi, c'est ça mon impression. Mais est-ce qu'ils vont prendre part en 37-38? Possiblement, mais j'ai pas le feeling. Mais c'est un feeling d'historien. C'est important. Justement, je rebondirais sur cette question-là. Peut-être parler avec Gilles Laporte. Oui. Parce que on s'est déjà parlé, d'ailleurs. C'est ça, il a fait le portrait des loyaux et des patriotes d'une manière assez exhaustive. Assez exhaustive, donc peut-être qu'il pourrait au moins te pointer quelques personnes qui pourraient avoir été dans un camp ou dans l'autre. Puis aussi, peut-être, tu pourrais être chanceux, puis étant donné qu'il a fait l'histoire régionale, il pourrait se retrouver dans des régions, puis là, ça te permettrait de trouver un autre point d'étude. Cool, merci. Je vais me permettre une autre question avant vous, Alexandre. C'est sur les sources, et cette fois-ci, c'est pour Marie-Laurence. Qu'est-ce que vous faites du fait que les journaux étudiants sont écrits par une minorité de la population étudiante? Est-ce qu'il y a des façons de les lire autrement ou de les mettre en dialogue avec d'autres sources pour rejoindre un peu ce que la population étudiante pensait et non pas seulement ce noyau de leaders masculins, etc.? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que mes recherches, en tout cas, dans l'état dans lequel elles sont en ce moment, touchent vraiment la minorité militante, finalement. C'est pas une mauvaise chose. Oui, mais ouais, effectivement, mais dans la presse étudiante, il y a quand même des places à certains débats, là. Il y a quand même des lettres ouvertes qui sont publiées, des étudiants qui vont se répondre. On voit quand même, juste pour donner un exemple, là, avec l'affaire Sir George Williams, je m'excuse. En fait, le rédacteur en chef, qui était David Bowman à ce moment-là, avait pris la décision de faire publier quotidiennement le journal The Georgian, qui était publié habituellement de façon hebdomadaire. Et là, donc, ça engendrait des frais, tout ça, parce que ce rédacteur en chef-là jugeait que c'était d'une importance suffisante pour augmenter
la publication. Puis, au final, avant la fin, vers la fin, là, mais avant la fin de l'occupation, David Bowman a été renvoyé par l'association étudiante parce que, justement, il jugeait que c'était injustifié de faire paraître le journal sur une base quotidienne parce que l'affaire sur George Williams, ça ne méritait pas finalement qu'on augmente le budget attribué à la publication du journal. Mais tout ça pour dire que dans cette controverse, on voit aussi qu'il y avait quand même des étudiants qui n'appuyaient pas finalement cette décision-là, puis qu'il y a eu un certain mouvement après ça de la part de certains étudiants qui étaient un peu en réaction par rapport à cet engouement qu'il y avait eu autour de l'occupation des militants. Fait que même à l'intérieur des journaux étudiants, avec les rédacteurs en chef qui changent, avec les lettres ouvertes, puis tout ça, on peut quand même voir certaines tensions qui pouvaient exister au sein du mouvement étudiant. Mais effectivement, on reste quand même dans le mouvement étudiant, dans des étudiants qui sont... mais identifier des tensions, c'est déjà mais effectivement, une bonne chose. Mais j'ai pas de réponse par rapport aux autres types de sources qui pourraient être... Je vois déjà que vous utilisez des photographies de manifestations. Moi, je n'ai pas de suggestions, malheureusement. C'est intéressant d'y penser. Merci beaucoup. Merci. Ouais, ma question sera encore pour Marie-Laurence. Je me demandais quel aurait pu être le rôle de la communauté haïtienne à ce moment-là. On est quand même quelques années après le début du régime Duvalier. Il y a, j'imagine, une communauté de réfugiés haïtiens francophones à ce moment-là. Est-ce qu'ils apparaissent dans les deux ou un des deux mouvements? Est-ce qu'ils ont... C'est ça, j'étais curieux par rapport à ça. Oui, c'est vraiment une bonne question. Puis je pourrais pas vraiment répondre, en fait. Avec la presse étudiante, avec l'organisation du Congrès des écrivains noirs, par rapport à ce que j'ai lu là, sur cet événement-là, puis par rapport à ce que David Dustin aussi a un peu écrit là-dessus, c'était resté surtout anglophone, puis il y avait parmi les militants justement qui militaient contre le racisme à Montréal, il y avait justement ce rapprochement qui se faisait pas toujours entre les militants noirs francophones, les militants noirs anglophones. Donc ça a certainement créé une scission là, dans le mouvement. Par contre, quand on lit la presse étudiante, il y a certains des organisateurs du Congrès des écrivains noirs de 68 qui se félicitent d'avoir réussi à inviter certains militants là, francophones qui venaient d'Afrique ou qui étaient montréalais francophones. Mais clairement que c'était une question qui était posée à l'intérieur même du mouvement, mais je ne peux pas te répondre par rapport plus spécifiquement à la place des Haïtiens. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos panélistes? On n'a que à les remercier pour 2 interventions très intéressantes. Merci. Est-ce que je peux me permettre? Ah oui, bien sûr. Pardon, je ne vous ai pas vu. Allez-y. C'est pour Jonathan, donc c'est plus un commentaire qu'une question. Puis je crois qu'avec toute ton intervention, on est en train de te créer un projet de doc. Ben oui, c'est ça. Avec plein de pistes de réflexion. Donc, en fait, je veux revenir un peu sur la diaspora irlandaise à l'extérieur de Montréal. Tu as parlé de Saint-Colomban, je crois, tantôt. Je sais que dans la région de Vaudreuil-Soulanges, il y a eu un certain établissement irlandais. Puis, soit dit en passant, il y a un super beau petit centre d'archives à Vaudreuil qui contient des publications qui pourraient être intéressantes sur le sujet. Mais, en fait, je voulais juste dire comme commentaire que si, par exemple, tu t'intéresses justement à cette diaspora-là, évidemment, une visite, je crois, dans les centres d'archives régionaux s'imposerait vraiment pour toi pour aller chercher des informations extérieures, vraiment régionales, où tu as des petits spécialistes plus vieux et plus jeunes qui pourraient sûrement t'en apprendre beaucoup sur le sujet. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas me précipiter à applaudir de nouveau. Bravo.